Quand même, on a un Premier ministre qui reçoit 2 doses vaccinales qui fait le Covid. Il dit que ses enfants, je ne suis pas gentil pour ses enfants, ils l'ont transmis. Bon. On a un ministre de la Santé qui, lui, a fait 3 injections et qui fait un Covid. Quand même, c'est dans leur chair qu'ils sont touchés. Comment, en étant touchés dans sa chair, on peut encore croire au message que l'on donne en disant « vous n'allez pas faire de Covid si... » Alors, ce qui est très nouveau dans les dernières heures, on va commencer en Angleterre. L'Angleterre, on l'apprend par The Times du 14 janvier. Le ministre de la Santé, Sajid Javid, veut abandonner le tout petit, ce qu'ils appellent pass Covid, qui existait là-bas, qui était un petit pass sanitaire qui n'était demandé que pour les discothèques et les très grands événements, donc c'est beaucoup plus restreint qu'en France, mais quand même, le principe était un petit peu là. Et il était entré en vigueur il y a moins de 2 mois, en décembre 2021. Eh bien, le ministre de la Santé a dit, moins de 2 mois après, on va arrêter tout ça. Et ce sera arrêté avant le 26 janvier prochain. Il a dit ce 14 janvier devant les députés britanniques, le ministre de la Santé a déclaré qu'il partageait un malaise instinctif face à ce dispositif, qu'on aimerait voir Véran dire la même chose. Au contraire, lui, il adore. Après l'Angleterre, l'Écosse. Alors l'Écosse, c'est vraiment surprenant parce que depuis le début, l'Écosse a une gestion beaucoup plus covidiste que l'Angleterre au sein du Royaume-Uni. Et pourtant, la Première ministre Nicola Sturgeon a annoncé ce 17 janvier au Parlement écossais que finalement, le pass vaccinal qui existait en Écosse ne serait pas étendu, je cite, à d'autres secteurs de la société. Et puis même, ils sont allés plus loin ce 18 janvier, elle a annoncé le 24 janvier la fin de toutes les restrictions liées au variant Omicron. Mais alors, cerise sur le gâteau, je vous en parlais en introduction, le pays berceau, inventeur, créateur du Green Pass, comme il s'appelle là-bas, le pass sanitaire ou vaccinal, Israël. Et ça, on l'apprend ce 18 janvier par le média E24 News. Le ministre des Finances israélien a demandé ce 18 janvier, je cite, l'annulation du pass vert. Il ajoute, il n'y a aucune, écoutez bien, il n'y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s'accordent à le dire. C'est lui qui dit ça. Il ajoute, il y a cependant un préjudice direct à l'économie, aux opérations quotidiennes, bien sûr, et, très important, une contribution non négligeable à la panique quotidienne au sein du public. Fin de citation du ministre israélien des Finances ce 18 janvier. Ça, c'est un coup de tonnerre. Parce que si le pays qui a créé le pass sanitaire, que notamment Macron, Castex, Véran ont copié, dit lui-même qu'en fait ça sert strictement à rien, si ce n'est à causer beaucoup de problèmes dans différents secteurs, alors le narratif s'écroule encore plus. Toute première édition sur i24 News. Bonjour à tous et bon réveil. En Israël, le variant Omicron poursuit donc sa course effrénée et désormais 2 millions de personnes ont été contaminées par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. On retrouve notre journaliste Rana Papiashvili. Rana, bonjour, vous êtes devant un centre médical. Les records de contamination continuent. Exactement, Cyril, bonjour. Comme vous l'avez dit, 2 millions d'Israéliens ont été contaminés par le Covid-19 et si on remonte un peu dans le passé, c'était le 21 février 2020 que le premier Israélien contaminé par le coronavirus a été détecté. Alors 2 millions, ça représente 22% de la population qui a donc contracté le virus depuis le début de cette pandémie mondiale. Alors évidemment, les records vont continuer et continuent. On a eu ces derniers jours près de 70 000 nouvelles contaminations. Alors on n'a pas pu avoir les chiffres pour hier puisqu'il y a eu un bug technique au niveau du ministère israélien de la Santé. Donc on connaîtra évidemment les prochains chiffres dans les heures qui viennent. Donc 2 millions de personnes contaminées par ce fameux virus du Covid-19 sur 9,7 millions d'habitants dans le pays. Alors comme à chaque variant, Rana, un pic est attendu. Selon les experts, il pourrait arriver d'ici 15 jours. À combien de personnes testées positives doit-on s'attendre ?
Eh bien, les experts sont plutôt d'accord, que ce soit le professeur Nachmanash ou encore le coordinateur en charge de la lutte contre le coronavirus, le professeur Salman Zarqa. Et il se peut que dans une semaine, voire dans 2 semaines, on ait des pics de contamination à 200 000 personnes par jour testées positives au coronavirus. Et évidemment, ce chiffre, il est grand parce que c'est le variant Omicron qui continue de se propager à vitesse grand V dans le pays. On sait que ce variant du Covid-19 est particulièrement contagieux, même s'il reste évidemment beaucoup moins agressif que le variant Delta. L'ampleur de la contagion aujourd'hui au sein du public entièrement vacciné qui fait dire au ministre des Finances et à certains cadres de la santé eh bien, que le passeport vert serait finalement hors sujet désormais. Alors le gouvernement est en train de graduellement et sûrement adopter un changement conceptuel d'approche. Là, déjà, on va commencer à distribuer la semaine prochaine 25 millions à 30 millions d'autotests antigéniques pour que les gens n'aient pas besoin de faire la queue comme ici. Ici, ils font la queue pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, il y a une telle congestion dans les statistiques que très souvent, ils reçoivent les résultats de leurs tests beaucoup trop tard. Maintenant, la prochaine mesure, c'est peut-être, c'est encore en débat, d'annuler le pass vert tout simplement. Pourquoi ? Parce que le variant Omicron ne fait pratiquement pas de différence entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ne l'ont pas été. Alors que, bien sûr, ceux qui n'ont pas été vaccinés, très souvent, sont dans un état plus difficile, subissent le coût de la maladie d'une façon plus difficile que les gens qui ont été vaccinés. Cependant, il y a une telle vague déferlante aujourd'hui que pratiquement, même les gens vaccinés contractent la maladie. Les gens même peuvent la contracter plus d'une fois et donc ce pass vert devient finalement une sorte de limitation qui ne sert plus à rien, un peu comme le confinement en fait finalement. On peut peut-être regarder ce qui se passe ailleurs, notamment chez nos voisins qui ont peut-être un peu d'avance sur nous. Laura Calmu, vous êtes notre correspondante à Londres, le Royaume-Uni qui, on le dit, a globalement 15 jours d'avance chez nous. Est-ce que ça commence enfin à s'améliorer chez vous ? Eh bien oui, on peut le voir avec le nombre d'hospitalisations qui a baissé à Londres et dans plusieurs régions du Royaume-Uni. Et Londres a de l'avance par rapport au reste du Royaume-Uni qui, comme vous l'avez dit, a de l'avance par rapport à la France. Et donc ces données sont très importantes. Alors, pour les experts, cela montre vraisemblablement que Londres a atteint son pic et que le reste du Royaume-Uni va très certainement suivre cette même trajectoire. À cela s'ajoute également une baisse dans le nombre de cas positifs, une baisse de 30% en 1 semaine, ce qui est assez intéressant, mais il faut tout de même noter qu'il y a une pénurie de tests dans le pays et que donc la population se teste vraisemblablement un peu moins. Mais pour certains experts, au sein même du gouvernement, on pourra bientôt parler d'endémie et non plus de pandémie, c'est-à-dire que le virus ne va pas disparaître, mais qu'on pourra de plus en plus vivre normalement avec le virus. Merci Laura Calmus pour toutes ces explications depuis Londres. Et on en sait plus désormais sur les effets de la 4e dose. Israël, vous le savez, l'un des tout premiers pays à l'avoir administré à une partie de sa population, les plus fragiles, et les personnes âgées de 60 ans au moins. Les résultats sont en demi-teinte, comme nous l'explique Kessila Sévi. Le pouce en l'air, cette femme se réjouit d'avoir reçu sa 4e dose. Un booster contre le coronavirus, mais qui visiblement ne serait pas efficace contre tous les variants, selon une étude israélienne menée par l'hôpital Sheba. Et ce que nous constatons, c'est qu'après 2 semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer, nous voyons une augmentation du nombre d'anticorps, des anticorps qui neutralisent le virus. L'augmentation est assez intéressante, c'est même un peu plus élevé que ce que nous avions après la 3e dose. Pourtant, ce n'est pas assez élevé contre Omicron. Les tests ont été réalisés sur un échantillon de 274 soignants. 154 ont reçu une dose de Pfizer et 120 celle de Moderna. Les analyses révèlent que le niveau d'infection de la souche d'Omicron serait trop contagieuse pour le vaccin. Malgré tout, les chercheurs rappellent que le vaccin protège contre les formes graves.
Je pense que la décision d'autoriser le 4e vaccin aux populations vulnérables est probablement correcte. Cela peut donner un petit bénéfice, mais sûrement pas assez pour soutenir une décision de le donner à toute la population. L'État hébreu est l'un des premiers pays à avoir autorisé l'injection d'une 4e dose. Plus de 530 000 Israéliens l'auraient déjà reçue. Personnes concernées, les plus de 60 ans, est considéré comme immunodéprimé. Dire que Omicron n'a pas déclenché de vague dans les services d'hospitalisation, dans les services de réanimation, c'est exactement la même observation qu'on avait fait sur la Grande-Bretagne, touchée avant nous, sur le Danemark, touché avant nous, et puis rappelez-vous, sur l'Afrique du Sud, là d'où vient Omicron. C'est ça. Si je résume en fait ce que vous venez de dire, c'est qu'avec 12,5 millions de cas en 3 semaines, ça a produit un quart de 800 cas de réanimation, les 3 quarts étant du Delta. Donc ça a produit 200 cas. 200 personnes en réanimation pour 12,5 millions de cas Omicron. Autrement dit, on n'est même pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le microscope. Donc Omicron n'a pas produit, je parle sous votre contrôle Martin, Omicron n'a pas produit de réanimation. Là on parle de statistiques. Ce sont des faits, c'est pas de l'analyse, c'est pas du doigt mouillé, c'est pas de la roulette russe, c'est pas un pari, non. Beaucoup de gens qui le disent, que ce soit même des non-sportifs, qui se plaignent de grande fatigabilité. Et il avait été publié au mois de juin une étude. Alors bien entendu, tout ça reste silencieux parce que vous comprenez, il ne faut pas ébruiter que ces injections sont avec des effets secondaires. Mais l'étude publiée par les Belges annonçait qu'il y avait une perte de puissance et une fatigabilité qui modifiait les résultats de 40%. 40%, c'est énorme, c'est-à-dire on perd la moitié de ces résultats. Il n'y a qu'à voir les JO de Japon là qui se sont passés cet été et dont les résultats sont pas des résultats extraordinaires. Donc on voit bien quand même qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une anomalie. Passe vaccinal, Gérard Larcher. L'Assemblée a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Sénat n'avait pas besoin de le faire. C'est utile ou pas ? Il y a 60 sénateurs aussi de l'opposition qui ont déposé un recours. Vous savez, le Sénat, dans sa majorité, a été responsable dans ce débat sur le pass vaccinal. Eh bien, je pense que le recours est toujours utile de vérifier s'il y a proportionnalité entre le pass vaccinal et les libertés. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'atteinte à la dignité, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée qui soit disproportionnée par rapport à la réalité de la pandémie. Mais on verra vendredi ce que nous dira le Conseil constitutionnel. Nous allons par contre contrôler au Sénat cette mise en place et l'adéquation du pass vaccinal avec la situation pandémique. Contrôler ? Oui, ça veut dire que la Commission des affaires sociales, c'est une des fonctions du Parlement, le contrôle, vient de me demander les pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est des pouvoirs très importants. Il faut rappeler une commission d'enquête parlementaire, comme on en a connu. La commission des affaires sociales va se transformer pour ces sujets-là avec les pouvoirs d'une commission d'enquête pour vérifier l'adéquation, entre le pass vaccinal et la réalité de la pandémie. Mais c'est une information que vous nous donnez, vous allez dire OK, c'est oui, vous donnez droit... C'est un vote, c'est ce soir la conférence des présidents, et ce sera un vote du Sénat dans les jours suivants. Pour une commission d'enquête parlementaire qui aura vocation à entendre tous les acteurs décisionnaires, vérifier d'avoir accès à tous les dossiers, d'avoir accès à toutes les informations. Elle se mettrait en place quand ? Je pense immédiatement, parce que la structure, c'est la commission des affaires sociales. Une fois que c'est voté, on n'a pas besoin de la constituer. C'est la commission elle-même. Elle veut vérifier quoi ? Quel est le doute qu'elle veut lever quand on fait une commission d'enquête parlementaire ? C'est qu'on veut vérifier le mot, l'important, c'est l'adéquation entre la décision de mettre en place un pass vaccinal et ses conséquences dans une gestion d'une pandémie comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce utile ? Est-ce inutile ? Y a-t-il des manques ? Ou est-ce qu'on n'est pas dans l'excès ? Voilà les sujets qui seront posés. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à droite qui s'interrogent sur le timing. C'est peut-être ça aussi qui travaille les sénateurs entre
l'état d'avancée de l'épidémie, si je puis dire, plutôt de recul, et puis ce pass vaccinal qui est contraignant. Vous savez, la majorité des sénateurs ont voté le pass vaccinal, même si nous n'avions pas toutes les réponses que nous souhaitions. Oui, alors ça ne s'est pas passé très bien à l'Assemblée, chez LR. Ça a été un peu compliqué, mais je parle, et la Commission des affaires sociales, notamment son rapporteur, y a été favorable. Mais elle dit, il faut contrôler. On va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer. Emmanuel Macron devant le Parlement européen. Faute de pouvoir poser des questions, les journalistes quittent la salle. Une trentaine de minutes de discours avant une longue séquence de questions-réponses avec les eurodéputés. Emmanuel Macron a endossé ses habits de président du Conseil de l'Union européenne, mercredi 19 janvier, devant le Parlement de Strasbourg. La conférence de presse qui devait avoir lieu après a été transformée en déclaration sans question. En protestation, les journalistes européens ont quitté la salle avant même que le discours ne débute. Non, pas de nous, allez, on y va. Allez. Selon un tweet du marquis de Delincourt, il ajoute que, en voix off, les journalistes ayant quitté la salle appellent le président Macron le dictateur, le corrompu des lobbies. La France a-t-elle donné aujourd'hui une mauvaise image ? Oui, nous sommes les seuls à nous conduire comme ça. Aucun autre pays d'Europe n'aurait osé faire ce que l'opposition a fait aujourd'hui. D'où tous ces rappels à l'ordre permanents pendant les interventions y compris de la présidente du Parlement. Si vous voulez, c'est inédit, j'y étais, j'en arrive, les bras m'en tombent, parce que je comprends bien qu'on est en campagne électorale, moi je ne suis pas un politique. Mais franchement, l'image de la France, c'est déplorable. Voilà. Et d'ailleurs, plusieurs députés verts ont reproché à Yannick Jadot ce qu'il a fait, d'autres députés ont eux-mêmes protesté, la présidente elle-même, ça ne se fait pas, c'est le pays qui est... Nous devons être solidaires de notre pays. Alors, je comprends bien qu'on est dans une phase préélectorale, mais on règle les affaires électorales à Paris, pas à Bruxelles ou à Strasbourg. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'autel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. C'est en un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Plus tôt, dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous allez flouter la notion de réfugiés et de migrants, instaurer le regroupement familial élargi aux frères et aux sœurs, contraindre les pays aux relocalisations forcées, restreindre les possibilités de reconduite aux frontières, encourager les ONG dans leur rôle de complices des passeurs. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Alors que votre priorité devrait être de rétablir des frontières en France et de poser des frontières à l'Europe, vous voulez déposséder les peuples, notre peuple, du droit légitime d'être et de demeurer lui-même. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan?
Enfin, si comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger. L'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèverait pas d'un déficit prolongé des naissances compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous. Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Gérald Darmanin, le week-end dernier, vous avez demandé un signalement à la justice après la diffusion d'une photo représentant un groupe de militants d'extrême droite soupçonnés d'avoir effectué un salut nazi en marge de la manifestation anti-pass à Paris, sauf que si on regarde la vidéo, ces personnes tapaient en fait dans les mains. Est-ce que vous êtes allé trop vite? Non. D'abord, je voudrais vous dire qu'il tapait dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux dans les rues de Paris. Mais là, on ne peut pas dire que c'est un salut nazi. Si, on peut dire que c'est un comportement qu'on peut qualifier de factieux. Alors que la France s'apprête à durcir de manière drastique ses mesures sanitaires en appliquant le pass vaccinal. Sans surprise, les députés l'ont adopté après plus de 35 heures de discussion au total. En Europe, de nombreux pays appellent à lever les restrictions et à un retour à la vie normale. Enfin, quelques signes d'espoir, les indicateurs épidémiques semblent fléchir. C'est le cas de l'Espagne par exemple, qui veut apprendre à traiter le Covid comme n'importe quelle autre grippe et qui appelle à cesser de compter les cas. Je pense donc que nous devons aller vers une surveillance de l'évolution du Covid comme une maladie endémique. Ou encore comme l'Angleterre aujourd'hui, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la fin de l'essentiel des restrictions. Par conséquent, à partir du jeudi de la semaine prochaine, le pass sanitaire prendra fin. Avec l'arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux mais moins virulent, l'OMS avait annoncé que plus de 50% des Européens seraient contaminés. Alors lever des restrictions partout ailleurs, faut-il reprendre une vie normale en France ? Alors c'est vrai que là, on se pose la question, puisqu'on l'a vu, Boris Johnson, Bobo, comme on l'appelle ici, Jojo aussi, Bobo Jojo, a annoncé mettre fin la semaine prochaine à quasiment toutes les restrictions en Angleterre. Enrique Casalino, professeur, merci d'être là. Martin Blachier, médecin spécialiste en santé publique, qui a tweeté hier, merci Martin d'être là. Martin, il va pas avec le dos de la cuillère. Un tweet dans lequel vous ironisez sur l'argent dépensé pour les tests anti-Covid. 1,7 milliard d'euros en tests sur janvier. Résultat, 467 000 tests positifs ce soir. Les classes fermées, les parents excédés, les gens isolés chez eux. Les réa baissent-elles. C'était pas une question, baissent-elles. De l'argent bien dépensé, on continue, 3 petits points. Plus de 5 000 retweets. 15 000. 15 000, excuse-moi. Excuse-moi. Martin Blachier. Alors, non mais c'est fou, Martin. C'est incroyable ce que tu as tweeté. Non, mais tu te lâches toi en ce moment. Non mais ça parle aux gens, je pense que les gens se posent effectivement la question de ce qu'on est en train de faire. On dépense 2 milliards à peu près par mois. Ouais. Avec quel résultat? C'est des milliards qui sont dépensés pour freiner une épidémie qui flambe plus que dans n'importe quel pays au monde. Les gens pas malades sont soit cloîtrés chez eux, en train de tester leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, et plus personne n'en peut de cette situation. Et en même temps, on a les réanimations qui baissent, et on a la situation qui s'améliore. Et cette situation-là, ce n'est pas isolé en France. C'est-à-dire que c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Grande-Bretagne, c'est la même chose au Danemark. Donc la question que je pose, en fait, c'est la question que se posent tous les pays du monde. C'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette vague Omicron? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement reprendre la vie normale? Et c'est vrai que la Grande-Bretagne est leader et un peu en pole position sur cette sortie de crise. Et notre vie a été normale il y a 2 ans avant que la Covid arrive. Et notre vie est normale aujourd'hui. Parce que nous avons une vie normale vis-à-vis
de la réalité à laquelle nous devons nous confronter et vis-à-vis des missions que nous nous donnons pour protéger les autres personnes. Et nous aurons une vie normale différente dans quelques mois ou dans quelques années. Regardez l'émission que vous venez de présenter sur l'évolution du racisme et des comportements racistes en France. Allez demander aux gens s'ils ont une vie normale. La réalité était normale il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'on pouvait se permettre il y a 20 ans, aujourd'hui c'est inacceptable, on va en prison. Pour vous, on vit normalement là, et donc ce qui veut dire que ça va être... On s'adapte, c'est notre vie normale. On vit pas une vie normale. Si, c'est notre vie normale, parce que c'est la besoin, voilà, c'est de ça dont on a besoin. À quoi servent ces mesures, M. Casino? À quoi elles servent, puisque ça n'empêche pas le virus de circuler? On a dit qu'on pouvait se tutoyer, Martin. Martin et Henrik, et les deux... Je suis d'accord. C'est vrai, je l'ai vécu Martin. Pour les tests, je suis bien sûr d'accord. Ça a beaucoup moins de sens. Okay, voilà. Les tests n'ont d'intérêt que si vraiment ils servent à isoler les personnes parce que le virus est extrêmement transmissible ou extrêmement dangereux. Et donc, on veut protéger les personnes. Ça sert à ça, les tests. Faire des tests juste pour savoir je suis positif, je suis négatif, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est ce que je fais, monsieur, tous les jours depuis mon 3 semaines de tournage. Tous les jours, on me fourre le nez. Vous allez terminer avec le nez comme ça. Est-ce qu'on vous fourre le nez Moi, je le fais souvent. Et maintenant, je reçois des alertes en disant vous avez croisé quelqu'un qui était positif. J'avais jamais reçu ça et je le reçois en ce moment. Alors est-ce qu'on doit faire un test? Vous voulez pas reprendre une vie normale, comme dit Martin? Non, moi, alors, c'est mon ressenti. Comment ça se fait qu'en Angleterre, en Espagne, ils lèvent les restrictions partout? Par exemple, je prends énormément les transports en commun. J'aurais peur, tout d'un coup, qu'on n'ait plus de masque. Je pense que je vais être traumatisée. Alors après, ce sera un choix personnel. Je pense que moi, je le garderai. Je ne veux pas non plus être une ayatollah et imposer aux autres. Mais je pense que je vais rester traumatisée. Je pense que je vais rester traumatisée. Et pour l'instant, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait laisser le choix aux gens. Vous pourriez y être sans masque. Cyril, vous irez dans le métro, vous, Cyril? Sans masque. Sans masque, vous tout le temps. C'est vrai. Professeur Casalino. Juste, parce que c'est vrai que là, vous nous dites on vit une vie normale. Pourquoi ils ont levé toutes les restrictions partout ailleurs et pourquoi pas en France? Alors, je vous pose la question autrement. Les restrictions, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme restriction? Honnêtement, on met le masque. On met le masque. On met le masque. On a le télétravail qui n'est pas une restriction. Les employés, chacun d'entre nous l'appelle de Vous avez les théâtres ouverts, les gars. En Belgique, parce qu'en Belgique, c'est il y a moins 50% dans les restaurants et dans les taxis. Honnêtement, soyons lucides. Ce n'est pas quelque chose qui représente un handicap colossal dans notre vie au quotidien. Et non, mais je vais au bout. Je vous rappelle quand même que tout ce qui a été fait parce qu'il fallait protéger les autres. Et je vous rappelle que aimer les autres, c'est les protéger. C'est les protéger. Vous pourriez y être sans masque. Cyril, vous irez dans le métro, vous, Cyril? Sans masque. Sans masque, vous tout le temps. C'est vrai. En tout cas, tous les grands experts internationaux, y compris ceux qui font des vaccins, estiment qu'on est en sortie de crise. C'est cervidé. Voilà. Et donc, je suis très optimiste et je pense que la France, dans quelques semaines, retrouvera la vie normale. Oui.